Des gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants. La police anti-émeute s'est déployée hier dans les rues de Téhéran, où 2 jours de suite, les Iraniens ont laissé éclater leur colère contre le pouvoir. Le régime des Mollahs est accusé d'avoir nié dans un premier temps sa responsabilité dans le crash de l'avion de ligne ukrainien abattu par un missile iranien. Il aura fallu 3 jours pour que l'Iran, dos au mur, reconnaisse sa tragique erreur. J'endosse la responsabilité totale et je respecterai toute décision prise. J'aurais préféré mourir plutôt que d'assister à un tel accident. Ces aveux tardifs soulèvent depuis l'indignation d'une partie de la population. Sur les réseaux sociaux, des vidéos de manifestations anti-régime sont devenues virales. Sur ces images, des étudiants de Téhéran contournent les drapeaux américains et israéliens destinés d'ordinaire à être piétinés. Quand certains s'y aventurent, ils se font huer. Une contestation populaire suivie de près par Donald Trump, qui a lancé un avertissement aux dirigeants iraniens. Ne tuez pas vos manifestants. Vous en avez déjà tué ou emprisonné des milliers. Le monde vous regarde. Plus important, les États-Unis vous regardent. 2 mois après une vague de manifestations contre le pouvoir, violemment réprimée, les autorités iraniennes risquent-elles de mater encore une fois la révolte? L'affaire du Boeing peut-elle fragiliser le régime des Mollahs? Conspué de Bagdad à Beyrouth, l'Iran peut-il maintenir son influence régionale? Pour en parler, 3 invités. Manaz Shirali, bonsoir, politologue, spécialiste de l'Iran. Vous êtes directrice d'études à l'Institut catholique de Paris. Vous enseignez à Sciences Po. Vous estimez que la population rend les ayatollahs, la population iranienne bien sûr, rend les ayatollahs responsables de la situation et ne veut plus avaler cette idée que les Américains seraient coupables d'absolument tout leur malheur. À côté de vous, Frédéric Ancel, géopolitologue, maître de conférence à Sciences Po Paris. Vous avez publié ce fameux dictionnaire géopolitique aux éditions au PUF. On le voit derrière moi. Selon vous, Frédéric Ancel, le régime iranien sait que personne ne l'attaquera sur son sol. Sa fragilité est interne. Il avait déjà eu un printemps iranien avant les printemps arabes, vous nous le rappellerez tout à l'heure. Et à côté de vous, Armin Arefi, journaliste spécialiste du Moyen-Orient à l'hebdomadaire Le Point. Votre ouvrage « Un printemps à Téhéran, la vraie vie en République islamique » est paru chez Plomb. Vous estimez, Armin Arefi, que la majorité des Iraniens est opposée à ses dirigeants, mais ce régime a montré qu'il n'hésitait pas à réprimer dans le sang la population et il ne reculera pas. On peut craindre un nouveau bain de sang. Estimez-vous. Nadia, vous avez sélectionné la première question d'un de nos internautes pour démarrer le débat. Oui, c'est donc la question d'un téléspectateur. La question suivante, cette contestation est-elle de la même ampleur que celle qui a eu lieu il y a 2 mois en Iran? Armin Arefi, effectivement, à partir de mi-novembre, autour du 15 novembre, il y a eu 2 semaines de manifestations. C'était après l'augmentation du prix de l'essence. La répression aurait fait 1500 morts, en tout cas les chiffres de l'agence de presse Reuters. C'est ce qu'il faut s'attendre à la même chose, au même bilan et à la même réaction des autorités iraniennes? Alors tout d'abord, en ce qui concerne les manifestations de novembre, ce sont des chiffres qui n'ont pas été confirmés par d'autres sources, il est nécessaire quand même de le rappeler. En ce qui concerne ces manifestations, je pense tout de même qu'elles ont été de moindre ampleur, ou en tout cas qu'elles sont actuellement de moindre ampleur que celles de novembre. Elles sont également moins violentes. Il y avait eu en novembre des casernes de miliciens, des banques qui avaient été incendiées. Ce n'est pas le cas. On a l'impression que les manifestants sont beaucoup plus disciplinés. Elles rassembleraient, d'après les informations que j'ai pu récolter, davantage de classes moyennes, des grandes villes, notamment Téhéran, des étudiants. C'est eux qui ont été le fer de lance de cette contestation. Et les slogans, en revanche, sont les mêmes. Ils sont politiques, à savoir mort à la République islamique, mort au fondement même de la République islamique, à savoir le guide suprême et le pouvoir du guide suprême. Et en fait, on se sent en fait insulté, humilié par, non pas l'attaque, en tout cas le fait qu'un missile a frappé l'avion, mais surtout par les mensonges proférés pendant 3 jours par les autorités iraniennes au reste du monde, mais surtout à la population. Pour eux, c'était un incident technique, alors que les révélations des divers services de renseignement, et notamment le Premier ministre canadien Justin Trudeau, ont mis la pression sur ce régime qui s'est retrouvé dans une position assez intenable. Justement, Armin Arefi, on va revenir à la raison de la colère avec votre chiffre du jour, Claude. 147, on compte comme le nombre de victimes iraniennes. Certaines avaient la double nationalité du crash du Boeing ukrainien. Manaz Shirali, est-ce que ce sont 147 raisons pour lesquelles le peuple iranien ne peut pas pardonner à ses dirigeants? En fait,
vous avez parfaitement raison. Il y a 147 morts de trop qui n'étaient pas du tout acceptables parce qu'avec ce crash, c'est toute la sécurité aérienne, la sécurité des citoyens iraniens est en question. C'est-à-dire, les Iraniens, sur les réseaux sociaux, ils disent qu'il n'y a que 2 scénarios possibles. Soit ce crash était accidentel, soit c'était intentionnel. Dans le deuxième cas, si c'était intentionnel, c'est clair, on a affaire à des dirigeants criminels, donc n'en parlons pas. Mais au cas où cela était accidentel, selon les Iraniens, c'est encore pire. Parce que ça dévoile à quel point ce pays est en train de diriger par des gens incompétents. C'est l'amateurisme qui est dénoncé. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas une part d'injustice, Frédéric Ancel, après tout, après avoir hésité, ergoté pendant 3 jours, les dirigeants iraniens ont reconnu leur responsabilité. En 1968, une caravelle qui faisait la liaison entre Ajaccio et Nice est tombée, très vraisemblablement victime d'un missile d'entraînement de l'armée française. On attend toujours la lumière et la reconnaissance. Est-ce qu'au fond, ce régime terrible iranien n'a pas fait preuve d'une transparence que d'aucuns pourraient lui envier? Il a fait preuve du pragmatisme du faible, parce que là, pour le coup, on a affaire à des questions internationales extraordinairement lourdes, graves, à un contexte de tension très important, qui prévalait évidemment pas dans l'exemple très juste que vous donnez. Là, l'Iran, me semble-t-il, la République islamique d'Iran, sauf à risquer des sanctions plus lourdes encore que celles auxquelles il fait face sur le plan du nucléaire, par exemple, devait finalement se soumettre à la vérité, parce que c'était une évidence qui était pointée du doigt, et vous l'avez bien rappelé, par Justin Trudeau, mais pas seulement. Donc très rapidement, on aurait su de toute façon. Donc je dirais que par une forme de pragmatisme à peu près forcé, contraint, sous la contrainte des événements, la République islamique d'Iran a été obligée de le reconnaître. Mais quel niveau de conscience de la part de cette population qui reproche, alors qu'on est dans une séquence de tensions internationales qui effectivement fait entrer en jeu les Américains, dont on dit à tort que pour l'ensemble des Iraniens, ce sont les grands satans de puissance des œuvres, ce qui est faux, ce qui n'est pas vrai, n'est pas exact. On l'a bien vu d'ailleurs avec l'histoire et l'affaire des drapeaux là, en guise de nouveau tapis persan, drapeaux israéliens et américains qui finalement ne sont pas si piétinés que ça. Quel niveau de conscience de la part de cette population qu'on dit à juste titre patriote, mais qui manifestement connaît et exprime des limites face à un régime qu'elle déteste. Armin Arifi, non, une question. Comment expliquez-vous le fait qu'il n'y ait pas eu de coupure Internet alors qu'il y en a régulièrement et que certaines unes de quotidiens iraniens aient pu manifester leur sentiment de colère? C'est parfaitement inédit. Alors, tout d'abord, est-ce que le gouvernement est complètement complètement largué ? Internet. On a une baisse du niveau de l'Internet, d'après une ONG internationale qui vérifie cela, notamment au cœur de l'université Amir Kabir, celle par laquelle la contestation a démarré. C'est pas aussi spectaculaire que ce qui s'est passé. Effectivement, car les Iraniens sont toujours en mesure de nous envoyer des vidéos, des les lignes de journaux, comment est-ce que vous les expliquez, cette espèce de demi-liberté d'expression est généralisée. C'est ça. Et parce qu'il y a eu une sorte de mensonge d'État. D'ailleurs, il y a même eu un mensonge dans le mensonge. Pourquoi ? Parce qu'au départ, on parle d'une défaillance technique, mais lorsque ce général iranien, chef de la branche aérospatiale des Gardiens de la Révolution, dit que les Gardiens de la Révolution, l'armée idéologique du régime, étaient au courant dès mercredi, il affirme par là même que les plus hautes autorités politiques du pays, notamment le guide suprême, le véritable chef de l'État, l'ayatollah Ali Khamenei, n'étaient pas au courant avant vendredi, et que ce serait en apprenant la vérité qu'il aurait décidé, dans un grand geste, d'en avertir le peuple. Sauf que l'ayatollah Khamenei est le commandant en chef des forces armées iraniennes. Hassan Rouhani, le président iranien, est le chef du Conseil suprême de sécurité nationale. Donc il est impensable, improbable que les dirigeants iraniens n'aient pas été au courant. Donc il y a eu justement une sorte de mensonge éhonté, mensonge d'État devant toute la population, et ça a été d'une certaine manière le mensonge de trop. Ça a servi d'étincelle, exactement comme en novembre, où une grande partie de la population s'était estimée flouée par cette augmentation subite, sans prévenir, amatrice du prix du pétrole. Cette fois-là, on vous prend pour des buses, on vous ment à la face du monde entier. Et ça, ils ne l'ont pas supporté. Merci Armin. Non, mais votre fougue est débordante. Mais je vous propose de vous intéresser à une championne olympique de taekwondo, vous voyez très bien de qui je veux parler, qui nous prouve que la fuite peut être un acte de bravoure et de courage. Madame Alizadeh, son portrait par Thibault Nolte. Prise de tête. On leur prend, mais on leur rend. Kimia Alizadeh, 21 ans, taekwondo, championne dissidente iranienne. Je suis Kimia Alizadeh, médaillée de bronze au JO de Rio en 2016 en taekwondo. C'est la première iranienne médaille olympique. Kimia, raconte tes débuts.
J'ai commencé le taekwondo à l'âge de 7 ans parce que... Parce que la République islamique l'a inspiré. Parce que c'était près de chez moi. Ouais, bon, ça aussi, bien sûr, mais tu es devenue une star. La Laure Manodou persane version coup de tatane. Répète un peu ce que tu disais à l'époque. Au prochain JO, j'espère plus de médailles, les meilleures, celles en or. Je veux les dédier aux jeunes filles iraniennes. Hein? Tu sais quoi, coach? Je me tire. Je quitte définitivement l'Iran. Je l'ai annoncé avant-hier à mes 400 000 abonnés Instagram. J'ai toujours dit et fait et porté tout ce qu'on m'a dit, mais j'en ai marre de l'hypocrisie et de l'injustice du système. Alors ciao, je m'installe chez les Bataves. Quoi? Mais t'avais dit que t'allais nous représenter à Tokyo cette année. Déjà que nos judokas risquent d'être privés de compète parce qu'on leur interdit d'affronter les Israéliens. Qu'est-ce que tu vas faire aux Pays-Bas? Tu veux des tulipes? Je t'en achète. À 14 ans, j'ai dû quitter ma famille pour aller m'entraîner en camp spécialisé. C'était dur. Je voyais ma famille une fois par mois. J'ai eu plein de blessures pendant les combats, mains et doigts cassés, des tendons déchirés. N'importe qui aura abandonné. Mais oui, t'es une guerrière. Dis merci à la République islamique. Et ne fais pas comme Dorsa Derakhshani, la championne d'échecs partie aux États-Unis, ou la boxeuse Sadaf Kadem partie en France. Parce qu'on leur imposait le hijab, oh, les chochottes. Mais moi aussi, vous me l'avez imposé, malgré le kimono, les gants, le plastron, le casque. Eh ben, c'est grâce à lui que t'as gagné. Non, enfin, non, c'est pas ce que je... Non, aïe, non. Claire Bellassène, Thibault Nol, bravo, merci. Claude. Manaz Chirali, est-ce qu'on peut attribuer à Donald Trump l'erreur tragique qu'ont commise les services iraniens? Après tout, il pensait que c'était un missile. Est-ce qu'au fond, l'Iran est en train de se défaire sous la pression, sous la peur de l'armée américaine? C'est difficile de répondre à votre question parce que je ne suis pas spécialiste des États-Unis. En revanche, pour un vous connaissez les Iraniens? Est-ce qu'ils sont susceptibles d'avoir eu peur? Et je pense que finalement, la stratégie de Donald Trump n'était pas aussi mauvaise que ça. Finalement, ce Trump bashing qu'on a entendu pendant une semaine en France, c'était pas aussi justifié que ça parce qu'il est en train de faire quand même quelque chose. Il a fait peur aux Iraniens, aux dirigeants iraniens, je voulais dire, et que sa stratégie, malgré tout ce qu'on peut lui reprocher, malgré toute la souffrance que les Iraniens ont subie, on voit qu'il y a quand même des effets. Il y a aussi des effets dans le sens où c'est quand même, il faut le dire, grâce à Donald Trump que les dirigeants iraniens n'ont pas de quoi payer leurs mercenaires au Liban et en Irak et ils sont complètement contestés par les Irakiens et par les Libanais. C'est peut-être la seule chose qui est extrêmement importante de retirer dans la stratégie de Donald Trump. On va y revenir parce que Nadia va évoquer avant les sanctions économiques, Armin Arifi. Oui, et la situation économique du pays, puisque tous les voyants sont au rouge. Le FMI vient de publier ses derniers chiffres pour 2019 et ils sont particulièrement inquiétants puisque l'Iran se serait appauvri de près de 10% l'an dernier, faute d'investissements étrangers à cause des sanctions américaines. Tous les secteurs ou presque sont touchés, on le voit, à commencer par la production de pétrole qui a été divisée par 2 entre 2017 et 2019. Le secteur de l'automobile est également touché et tout ça, ça a un impact sur la vie quotidienne des Iraniens. On estime qu'un habitant sur 5 vit sous le seuil de pauvreté aujourd'hui et que 60% des jeunes diplômés sont au chômage et ça risque pas de s'arranger puisque mercredi dernier, le président américain a annoncé une nouvelle salve de sanctions américaines qu'il a qualifiée lui-même d'impressionnante. Cette fois, ça va concerner en particulier le textile et le secteur minier, Armin Arifi. Donc on voit que la situation est catastrophique pour la population. Contre qui est-ce qu'ils sont en colère? Contre le régime iranien ou contre les États-Unis? Qu'est-ce qu'ils estiment responsable de la situation dans laquelle ils se trouvent aujourd'hui? Mais écoutez, ce qui est intéressant, ce qui m'a frappé quand j'ai été en Iran, en tout cas pour la dernière fois il y a un an, c'est que, alors que selon toute vraisemblance, l'aggravation, la terrible aggravation de la situation économique est due aux sanctions américaines sans précédent contre la principale denrée ressource de l'Iran, à savoir son pétrole, qu'elle ne peut plus vendre ni aux États-Unis ni ailleurs. La population, en tout cas celle que l'on a vu manifester aujourd'hui, celle que l'on a vu manifester également en novembre dernier et il y a 2 ans auparavant, en 2017, en veut avant tout aux mollahs,
aux dirigeants, à ceux qui les dirigent. C'est nouveau ? Non, c'est pas nouveau, non, pas du tout. Ça fait 40 ans qu'il y a une contestation en Iran qui est réprimée. Cela fait maintenant, souvenez-vous du mouvement vert avant les printemps arabes, donc 2 ans en 2009, où les manifestants déjà à l'époque disaient ni Gaza ni Liban, je me sacrifierai pour l'Iran. Donc justement, dans ces temps de crise, ce sont les dépenses iraniennes, notamment à l'étranger, qui sont fustigées. Mais il faut quand même rappeler quelque chose en Liban, mais il faut quand même ne pas oublier quelque chose. Quand on parle de la séquence actuelle, il ne faut pas oublier 2 choses. 1, le retrait unilatéral quand même de Donald Trump de l'accord sur le nucléaire iranien, qui était le meilleur moyen de s'assurer que l'Iran ne voulait pas la bombe, et je parle uniquement du sujet de la bombe atomique, pas des autres activités de l'Iran, influence régionale, missiles balistiques et autres. Deuxième chose, on a quand même aujourd'hui une séquence dans laquelle on a le membre, un haut dirigeant d'une armée régulière invité par l'Irak, le général Rassem Soleimani, qui, au passage, a été l'un des principaux remparts contre Daesh en Irak, même si de l'autre côté en Syrie, car il ne faut pas être manichéen, il a été le principal bras armé de Bachar el-Assad, il ne faut pas oublier. On a quand même des millions d'Iraniens, dont tous n'étaient pas d'ardents membres du régime, qui ont manifesté il y a un an. Pourquoi ? Parce qu'ils estimaient que les Américains avaient commis une attaque terroriste dans un pays étranger, l'Irak, alors que ce même Rassem Soleimani avait été invité par le gouvernement irakien. Donc on a, il y a une semaine, des manifestants en Iran par millions pour commémorer le général. Et une semaine plus tard, d'autres manifestants, dont certains, j'en ai eu au téléphone, ont participé aux 2 manifestations qui en veulent et au Mollah et dénoncent la République islamique et leurs dirigeants. Vous voulez réagir et après Frédéric Ancel? Pour aller dans le sens d'Armin, il a parfaitement raison. Les Iraniens disent, c'est le discours dominant que nous avons pu recenser sur notre grande enquête qui est en train de se faire en ce moment. La plupart des enquêtés nous disent que si le pays allait bien avant les sanctions et que c'était les sanctions qui avaient mis le pays dans cet état, évidemment, on se serait retourné contre Donald Trump. Mais ce n'était pas le cas. Déjà, on avait beaucoup de misère, beaucoup de problèmes, beaucoup de corruption et on disait qu'avant même les sanctions, la République islamique était une kleptocratie. Alors, dans cette kleptocratie, il y a aussi, là, ce sont les sanctions qui s'y rajoutent. Évidemment, ça a donné un coup de grâce à la situation économique du pays. Claude. On va plutôt écouter une voix optimiste. Une voix optimiste, elle nous vient de l'Europe, une vieille dirigeante européenne qui croit encore à ce fameux accord sur le nucléaire iranien. Écoutez, Madame Merkel, c'était samedi dernier, elle était en compagnie de Monsieur Poutine. Écoutez, cette voix désuète a-t-elle encore sens ? L'Allemagne est convaincue que l'Iran ne doit pas avoir d'armes nucléaires. Et par conséquent, nous utiliserons tous les moyens diplomatiques pour maintenir l'accord sur le nucléaire. Il n'est certainement pas complet ni parfait, mais c'est un traité après tout. Et il contient des responsabilités de toutes les parties que nous voulons maintenir en vie. Frédéric Ancel, est-ce que quelque part, à un moment donné, cette voix de Mme Merkel peut être la voix de la raison? Trump ne peut pas vraiment faire la guerre à l'Iran. L'Iran n'est pas en situation de faire la guerre à Trump. Donc, à un moment donné, est-ce qu'on se retrouvera sur une position européenne ou crypto-européenne? Ça, c'est si on le veut bien. L'Europe a absolument tous les moyens d'incarner une grande puissance politique, militaire, diplomatique mondiale. Je dis bien une grande puissance. Pour l'instant, c'est faute de volonté que nous n'en sommes pas une. Et entre parenthèses, les Allemands, ils sont pour beaucoup dans cette absence de volonté de jouer la puissance pas seulement économique ou diplomatique ou culturelle, mais aussi politique et militaire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, aujourd'hui, celui qui tente le plus, et alors le mieux, je ne sais pas, pour l'instant, on n'a pas réussi, mais celui qui tente le plus, c'est la France, Emmanuel Macron. À plusieurs reprises, ces 2 dernières années, il a tenté d'infléchir la position de Donald Trump, notamment effectivement sur cet accord nucléaire, qui n'était pas forcément plus mauvais d'ailleurs, effectivement, du 14 juillet 2015, et de l'autre côté, en tentant de faire rendre, enfin, de ramener les Iraniens à la raison, notamment sur leur expansionnisme régional, qui effectivement, et pour revenir sur ce qu'on a dit, coûte extrêmement cher. Et le fait qu'on ait entendu ces dernières années à maintes reprises chez les manifestants qui sont patriotes, qui aiment l'Iran, qu'il fallait que le régime s'occupe un peu moins du Hezbollah, du Hamas, d'Assad, des Houthis au Yémen, et un peu plus de la propre population iranienne, ça c'est quand même très intéressant. Armin Arfi, on peut revenir à l'avant-assassinat du général Soleimani? Est-ce qu'on peut revenir à la situation antérieure? C'est-à-dire qu'avant l'assassinat de général Soleimani, la situation pour la République islamique était grave. Il avait perdu la face devant sa propre population et devant les pays occidentaux, en coupant l'Internet, en tuant 1500 personnes selon l'agence Reuters. Donc il est important de dire qu'il était dans une très très mauvaise situation. Mais grâce
à la mort de Qassem Soleimani, avec les funérailles savamment orchestrées, ils ont réussi de se racheter une respectabilité aux yeux des étrangers. Parce que les Iraniens n'ont pas cru à ces images. Ils savaient que parfaitement, dans un pays de 80 millions ou 85 millions d'habitants, réunir 1 million comme ça, grâce au buffet, grâce à le manger, ce sont des funérailles. On oublie. Madame Chirali, pardonnez-moi, ma question était légèrement différente, mais je la repose à Armin Arfi. Est-ce qu'on peut revenir à une Est-ce qu'on peut revenir à la situation antérieure, celle où la guerre ne semblait pas inévitable, celle où, par exemple, l'Iran ne bombardait pas des bases américaines? La situation antérieure, c'est qu'aujourd'hui, à la moindre étincelle en Iran, on a une contestation qui est là. On a un régime qui n'est pas populaire par la majorité, en tout cas auprès de la majorité de la population, un régime qui a perdu, une population qui a perdu toute confiance dans le régime. Et on le voit aujourd'hui, c'est un problème de confiance avant tout. Ça a été le cas au moment de la hausse subie du prix du pétrole, c'est le cas encore aujourd'hui, il y a un problème de confiance. Or, je perds mes mots. Ouais. Oui, voilà, on a vu lors des précédentes manifestations, malheureusement, qu'il y a une répression, que le régime n'hésite pas à réprimer dans le sang. Et c'est également le cas. On a vu des répressions hier. Donc, malheureusement, dans le court terme, je ne vois pas la situation s'améliorer. Au contraire, après ce qui s'est passé entre l'Iran et les États-Unis et Donald Trump, qui, à mon avis, a commis une grande erreur, parce qu'il vient de faire d'une pierre deux coups, il a tué l'accord sur le nucléaire iranien. Moi, je n'y crois pas du tout. Je ne pense pas qu'il y aura une chance, une possibilité de l'Europe. L'Europe aujourd'hui est hors jeu, elle ne peut plus rien négocier parce que tout simplement parce que Donald Trump ne le souhaite pas. Terminé. Non, alors une dernière question à Frédéric Ancel. Des bases américaines ont été bombardées en Irak cette nuit. Est-ce que les Américains peuvent ne pas riposter? Il n'y a pas eu de mort apparemment. Alors voilà. Bombardé par les Iraniens. Mais ça, c'est important. La réponse dans votre question, en tout cas dans votre remarque. À partir du moment où il n'y a pas officiellement de tués, je pense que Trump, en plein début d'une campagne électorale, hésitera à 2 fois avant de risquer une escalade. Parce que je crois que les électeurs américains, et notamment et surtout peut-être ses propres électeurs, ne lui pardonneraient pas de voir des dizaines, des centaines de cercueils de soldats américains revenir sur le sol national. Merci à tous les trois. Nous reprendrons prochainement, j'imagine, un débat autour de ces questions. C'était passionnant.